Je suis à l'entrée ouest du jardin des Tuileries, près de la Concorde, avec derrière moi le buste d'André Le Nôtre. Et figurez-vous que c'est un endroit que je n'aime pas particulièrement pour la bonne et simple raison qu'a été omis le nom de Vaux-le-Vicomte parmi les œuvres du grand André Le Nôtre. Et quelle étrange histoire que d'avoir omis finalement le nom du jardin qui est l'œuvre fondatrice du jardin à la française, puisqu'ont été réunis par André Le Nôtre à Vaux-le-Vicomte et pour la première fois à une telle échelle, les principales caractéristiques qui ont fait le jardin classique. André Le Nôtre a appris le métier de jardinier aux côtés de son père dans le jardin des Tuileries quand il avait à peine 15 ans. Il est à peu près du même âge que Nicolas Fouquet et il va finalement attendre plus de 25 ans quand il est à peu près à 44 ans pour travailler finalement à Vaux-le-Vicomte et donner tout le génie qu'il a pour rassembler ici à Vaux-le-Vicomte les principales caractéristiques qui feront le jardin français. Donc les grandes caractéristiques du jardin à la française, c'est vrai que André Le Nôtre ne les invente pas, mais elles sont existantes et éparpillées dans plusieurs lieux, notamment en Italie et en France. Par exemple, le Grand Canal. Le premier grand canal qui apparaît dans l'histoire des jardins, c'est celui de Fleury-en-Bière. Également, les parterres s'allongent, les perspectives s'allongent. On est dans un jardin qui est complètement ouvert sur le paysage. On n'est plus sur un jardin clos, celui de la Renaissance, mais sur un jardin que Le Nôtre va considérer comme un élément du paysage. Et ça, c'est la grande caractéristique et le génie d'André Le Nôtre, c'est qu'il va inscrire tout jardin qu'il va dessiner dans le cadre et dans l'échelle du paysage. Et c'est la raison pour laquelle on appelle Le Nôtre et ensuite ses successeurs des architectes. Ce sont vraiment des architectes du paysage qui vont mettre en scène les différentes caractéristiques du jardin français. On est ici sur l'allée centrale du jardin, allée sur laquelle vont déambuler le roi et la cour lors de la célèbre fête de Vaux-le-Vicomte qui a lieu le 17 août 1661. Et on peut imaginer, au vu des exclamations, de l'admiration de toute la cour, de l'effet de surprise de tous ces gens face à une œuvre totale, face à une œuvre très nouvelle, que peut-être que Louis XIV commence à évoquer son rêve d'un Versailles, d'un palais, où il va montrer, comme Fouquet le fait ce jour même devant la cour, sa force, son influence, sa richesse et finalement son pouvoir. Parmi les éléments qui ont véritablement impressionné la cour lors de cette célèbre fête, très clairement se détachent les grottes. Cette partie architecturale, monumentale, qu'on découvre un petit peu au dernier moment dans notre déambulation, ont bluffé, je dirais, chacun des invités de Nicolas Fouquet ce soir-là. Ce sont finalement l'inspiration du baroque italien qu'on retrouve dans la Villa d'Este, dans la Villa Lente, que Le Nôtre va reprendre. Et il va d'ailleurs considérer le succès de cet élément dans les jardins de Vaux-le-Vicomte comme un élément qu'il va reproduire à Chantilly. Et donc il faut voir de près où on a deux demi-dieux, l'un qui représente l'Ancueil, qui est le cours d'eau qui passe à son pied et donc qui personnifie Fouquet, et en face un autre demi-dieu, le Tibre, qui représente la force de Rome. L'eau est omniprésente à Vaux-le-Vicomte. L'eau jaillissante, l'eau dormante, ce sont les bassins de Vaux-le-Vicomte qui donnent la vie à ce jardin. Et les contemporains de Nicolas Fouquet vont d'ailleurs en parler beaucoup, notamment Mademoiselle de Scudéry, dans son grand roman fleuve La Clélie, où elle va évoquer notamment l'allée d'eau. L'allée d'eau qu'elle va comparer à une balustrade de cristal, au travers de laquelle la cour et le roi vont passer durant cette journée très chaude de l'été 1661. On vient de restaurer deux bassins, le Triton et la Naïade, et Le Nôtre va s'en servir comme des éléments pour mettre en scène certaines illusions d'optique. Il y a l'arpent d'eau, c'est le dernier bassin avant de retrouver le Grand Canal, au pied duquel nous pouvons admirer la façade de Vaux-le-Vicomte qui se reflète à nos pieds malgré les 500 mètres de distance qui nous séparent du monument. Et ça, c'est encore un des traits de génie d'André Le Nôtre qui va s'inspirer
des technologies, des dernières recherches de l'époque, notamment de Descartes, sur les lois optiques, et qui va utiliser ces lois et ces méthodes pour amuser, pour finalement réserver des surprises et des illusions d'optique aux différents visiteurs du jardin. Un autre élément qui est très important à Vaux-le-Vicomte et qui évidemment n'échappe à personne, c'est cette statue de l'Hercule Farnèse, statue qui était sur les gravures d'Israël Sylvestre, qui également se retrouvait sur le plan du château de Vaux-le-Vicomte par Le Nôtre, mais qui n'a jamais eu le temps d'être érigée en raison de l'arrestation de Nicolas Fouquet. C'est mon arrière-arrière-grand-père, Alfred Sommier, qui achète la propriété en 1875, qui remarque la présence de cet Hercule Farnèse sur les plans et qui va le faire fondre. Et après moult tentatives de maquettes en bois, va trouver l'emplacement et l'échelle parfaite pour qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que toutes les lignes de perspective se rencontrent à l'Hercule Farnèse, point de convergence de toutes ces lignes.